Bonjour. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Bienvenue. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre en ligne de la Cité du Vin ce soir. La Cité du Vin va rouvrir ses portes dès demain à partir de 10h. Donc, ce sera l'occasion de venir découvrir ou redécouvrir le parcours permanent ou déguster un verre de vin du monde au Belvédère, ou encore explorer la nouvelle exposition temporaire Boire avec les dieux. Mais la programmation culturelle de conférences, elle, reprendra plutôt à partir du 3 juin dans l'auditorium. Et d'ici là, nous continuons à vous proposer quelques rendez-vous en ligne. Et ce soir, pour faire le point sur la situation économique des vins de Bordeaux, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Bernard Farge, qui est président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Et cette rencontre de ce soir sera animée par Xavier Sota, qui est journaliste à Sud-Ouest et qui s'occupe de politique et de vin. Donc, merci à tous les deux d'avoir accepté ce format en ligne, toujours un peu particulier, puisque nous sommes un peu seuls derrière nos écrans. Mais voilà, donc on pourra échanger à l'issue de la rencontre. Alors, nous sommes ensemble pour environ 1 heure. Il y aura donc un échange entre Monsieur Bernard Farge et Xavier Sota pendant environ 45 minutes. Et à l'issue donc de cet échange, vous pourrez poser des questions dans la partie sur votre application Zoom. C'est la partie des deux bulles qui s'appelle Q et R. C'est questions et réponses. C'est dans cette interface, donc dans le bandeau du bas de votre écran qui s'affiche Q et R que vous pourrez donc poser ces questions. Et je vous retrouve après la rencontre pour échanger, pour ce temps d'échange. À tout à l'heure. Alors bonsoir à tous, merci d'être là derrière vos écrans. Peut-être est-ce une des dernières réunions qu'on fait derrière nos écrans, enfin ça risque de durer. Quoi qu'il en soit, j'aimerais qu'on commence cette rencontre par un petit constat. Arrêtons-nous une seconde, regardons dans le rétroviseur et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que Bordeaux, les vins de Bordeaux, ont fait face à ce qu'on pourrait appeler le théorème de l'escadrille. Alors ça en appelle à quoi? Cette phrase célèbre du président Jacques Chirac: les emmerdements, ça vole en escadrille. Et si on regarde, effectivement, il y a eu le Brexit, il y a eu les taxes Trump, il y a eu les troubles à Hong Kong, la crise du Covid, le gel. On peut se réjouir qu'il n'ait pas eu de nuages de criquet sur le vignoble de Gironde. Bref, la situation est quand même plutôt âpre, dirons-nous. Alors, comment se portent les vins de Bordeaux? Sont-ils prêts au rebond? Y a-t-il quelques éclaircies qui se dessinent dans le ciel du Bordelais et ailleurs d'ailleurs? Tout ça, on va en parler avec Bernard Farge, qu'on ne présente plus. Bonsoir Bernard Farge. Alors, je vais vous présenter un petit peu quand même. Vous êtes président du CIVB, on l'a dit, vous êtes d'abord viticulteur et coopérateur à Mauriac, dans l'Entre-deux-Mers, et vous êtes par ailleurs président de la Fédération européenne des AOC. Alors, on a parlé de ce qui allait mal, commençons peut-être par ce qui va bien. Demain, on pourra à nouveau déguster un verre de Bordeaux, de préférence, sur des terrasses. Les terrasses vont partiellement rouvrir. C'est une petite bouffée d'oxygène pour tout le monde. Mais pour les vins de Bordeaux, c'est la question que j'aimerais vous poser, Bernard Farge. Combien ça pèse la restauration dans le commerce, dans le business des vins de Bordeaux? C'est d'abord une vraie joie pour tout citoyen, hein, demain de pouvoir aller sur les terrasses. Probablement que si nous avions eu une date fixée pour cette rencontre à demain, probablement que nous aurions été moins nombreux. Et en tout cas, tant mieux que demain, ça puisse rouvrir. Pour répondre enfin à votre question, M. Sota, c'est environ 15%, mais c'est difficile, il n'y a pas de mesure précise des volumes vendus en restauration, puisque nous avons les chiffres à l'exportation de manière très précise. On a les chiffres évidemment par déduction en France. Et on sait que c'est à peu près 15% de ventes sur la restauration, hôtellerie-restauration. Et 15%, c'est beaucoup. Et quand les restaurants sont fermés, c'est autant de verres de vin qui ne se consomment pas. C'est autant de bons moments passés à moins pour nous toutes et nous tous, mais c'est aussi beaucoup moins de vin vendus. Alors, on va prendre un peu de distance. On le dit, enfin, on a fait l'inventaire des crises. Là, on sort de la crise du Covid qu'on semble avoir laissé un petit peu derrière nous. Malgré tout, quel impact elle a eu, au fond, cette crise du Covid sur les vins de Bordeaux? Vous l'avez dit, ça fait partie de l'escadrille. Vous avez rappelé tout à l'heure les différents éléments. Et la pandémie, début mars 2020, maintenant, ça nous semble très, 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 très loin à nous tous. À fermer les restaurants, quelque chose d'assez extraordinaire. Hein.
On sait tous ce que ça représente pour nous en France. Et bien sûr, dans plein de pays au monde, la restauration est importante en termes de commercialisation pour les vins de Bordeaux et pour tous les autres produits. C'est considérable, c'est considérable. Beaucoup d'entreprises qui avaient une commercialisation très, très dynamique et très axée sur la restauration, sur l'événementiel, sur les hôtels bien sûr, ont vu leurs clients disparaître du jour au lendemain. Et ça pendant plusieurs mois, puis réouverture évidemment au tout début de l'été, à la fin du printemps dernier. Donc un redémarrage assez net de l'activité et à nouveau à l'automne une fermeture de ce canal de distribution. Donc évidemment c'est très très dur quand on peut difficilement compenser par d'autres marchés parce que les autres marchés étaient aussi en difficulté, l'exportation en difficulté, évidemment la consommation à domicile a compensé un petit peu, mais pas autant. Les cavistes ont bien tourné, eux, c'est vrai, les cavistes ont bien tourné, mais ça ne remplace pas les vins qui n'ont pas été bu au restaurant, bien sûr. Oui. Alors, justement, si on prend un peu de hauteur, est-ce que, enfin, à chaque crise, il y a des interrogations, il y a à la fois des aspects négatifs, mais c'est aussi des opportunités pour se réinventer, se redécouvrir. Est-ce qu'à l'échelle des vins de Bordeaux, ça vous a interrogé sur des fonctionnements? Est-ce que ça appelle des changements, des réflexions qui ont pu être conduites pendant cette période où on s'est dit, bah, tiens, là, il faut peut-être qu'on bouge le curseur, enfin, dans la viticulture comme dans le négoce d'ailleurs? Chaque entreprise a dû s'adapter. Le choc a été terrible. Des aides gouvernementales, les aides de l'État français ont été importantes sur l'ensemble des entreprises. Tardivement pour la partie viticulture, pour la partie de notre filière, et sans doute beaucoup moins aidé que d'autres filières telles l'aéronautique ou d'autres filières économiques. Vous considérez comme un parent pauvre, au fond, de ce pack d'aide, du quoi qu'il en coûte? Oui, parce que c'est arrivé tardivement. Il y a des aides qui sont arrivées en fin d'année 2020, puis au début de l'année 2021, avec les fonds de solidarité. Mais toute la période de mars à la fin de l'année, c'est un secteur qui a été beaucoup moins soutenu que les autres secteurs de l'économie, ou d'autres secteurs de l'économie, sachant que pour la viticulture en 2020, il a fallu travailler, il a fallu amener la récolte, il a fallu produire, il a fallu évidemment rémunérer les salariés, ce qui est la moindre des choses, parce qu'ils ont travaillé. Et donc, le chômage partiel qui est venu soutenir et aider les entreprises n'a pas pu être de la même efficacité sur la viticulture. Et sur les modes de fonctionnement, est-ce qu'il y a des choses qui ont été réinventées? Enfin, qui ont été pensées, pas réinventées, mais en tout cas mis en germe. Probablement que cela a été un accélérateur, notamment du e-commerce, bien sûr, du travail par les entreprises qui ont investi sur ce créneau sur lequel elles n'étaient pas forcément. Le négoce aussi a travaillé là-dessus, sur le e-commerce. Bien sûr, l'art de commercialiser, l'art de parler à ses clients a évolué. Ce que nous faisons aujourd'hui, probablement que nous n'aurions pas fait il y a un an, du moins, peut-être pas, nous aurions peut-être été moins nombreux. En tout cas, les échanges numérisés et dématérialisés pour communiquer avec les clients, ça s'est développé. Cela restera, ça a été un accélérateur de l'utilisation de ces outils. Espérons que l'on pourra revenir à aller voir nos clients, parce que c'est très important. Le commerce, c'est aussi de la relation humaine. En tout cas, de ce côté-là, il y aura eu une vraie rupture et des modifications fondamentales dans la façon de commercialiser et dans les circuits de distribution aussi. Encore une fois, le e-commerce aura vu son développement accéléré par cette pandémie. Alors, un autre sujet, on en parlait, on le disait dans la série dans du théorème de l'escadrille, le vignoble bordelais a été frappé il y a quelques semaines par une vague de gel. Il y a ce paradoxe un peu que vous avez soulevé d'ailleurs pendant l'Assemblée générale du CIVB. Avant que cet épisode de gel arrive, les stocks étaient un boulet. Une fois que ce gel frappe, ça devient un atout. Vous avez annoncé un travail sur la régulation de mise en marché. Expliquez-nous de manière assez simple pour le béotien que je suis et peut-être certains internautes ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette régulation de mise en marché? Pourquoi, à quoi ça sert et comment on fait? Est-ce que c'est une révolution? Ça fait 4 questions. Je vais tenter d'être clair. Tout le monde a vu que ce gel, ce dramatique gel partout en France a suscité une activité médiatique, une présence médiatique forte des élus et des élus du gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre, au chevet de la viticulture et de l'arboriculture très très vite.
Donc une vraie émotion et avant tout un choc psychologique pour les agriculteurs, les arboriculteurs, les viticulteurs. Je vous assure, c'est très, très dur, c'est violent comme accident. Comme à chaque fois qu'il y a la grêle ou le gel, c'est très, très violent. Et psychologiquement, c'est très difficile parce que, voilà, je ne reviens pas sur l'image de l'escadrille que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est dans un contexte encore difficile. Alors, l'État a dit il y aura 1 milliard pour l'agriculture sinistrée, arboriculture, viticulture. Mais tout ça, c'est difficile à matérialiser. Pour la viticulture, ce sera des aides qui viendront pour les entreprises les plus sinistrées. Et il faudra vraiment se concentrer là-dessus dans un an, parce que l'économie viticole n'est pas abîmée par le gel en ce moment. Elle le sera lorsque les vins qui auraient pu être produits ne seront pas sur le marché, autrement dit dans un an ou dans 18 mois. Mais la difficulté, c'est de ne pas avoir de vin. Ne pas avoir de vin, c'est ne pas pouvoir alimenter ses clients, c'est avoir évidemment des soucis de trésorerie, le banquier qui s'inquiète et qui met l'impression sur les entreprises, évidemment. Et on se rend compte que d'autres régions viticoles ont raisonné ces sujets d'accidents climatiques différemment de nous. Alors tout n'est pas comparable, mais vous avez rappelé cette intervention lors de l'Assemblée générale du CIVB. Nos amis champenois, il y a 30 ans, subissaient des aléas climatiques comme nous, même plus souvent que nous. Et ils commençaient à investir fortement sur des outils de protection contre le gel. Et ils ont commencé à raisonner différemment en se disant, c'est peut-être pas le bon vecteur, essayons de stocker du vin plus tôt, ou plutôt essayons de stocker du vin lorsque une récolte précédemment permet d'avoir une belle récolte. Et donc, plutôt que de limiter les rendements ou de détruire des volumes en trop, essayons de les stocker, trouvons des mécaniques fiscales de stockage et d'évolution qualitative de ce stock qui nous permettraient de subvenir à ce manque de production dès lors qu'il y aurait un aléa. Et donc, voilà, ils ont raisonné à ça, ils ont mis du temps, bien sûr, pour arriver à l'outil qui aujourd'hui, ça s'appelle des réserves climatiques, donc des volumes que l'on met de côté, que l'on garde et qui peuvent venir subvenir à un accident. Et cette année, nos amis champenois sont très sereins, Ils ont une réserve climatique, donc des stocks suffisants pour pouvoir alimenter la perte qu'ils ont subie. Toutefois, ce stock ne pèse pas sur le marché. L'offre et la demande, et la règle de l'offre et de la demande est évidemment pertinente et elle s'impose dans le domaine de la viticulture. Ce stock qui est utile lorsqu'on doit alimenter un marché, pour l'instant, à Bordeaux, il est perçu comme trop important et il vient déstabiliser, il vient peser sur le cours des vins. Alors, on ne parle pas des grands crus, bien sûr, on parle des 70 ou 80% autres produits. Et donc, il vient peser sur ce cours. On a l'impression qu'il y a trop de vin. Et quelques jours après le gel, on se rend compte que l'on a justement du vin de qualité, parce qu'on a eu des beaux millésimes précédemment, et du vin qui va nous permettre d'alimenter les marchés et qui limitera notre absence du marché et qui nous permettra de continuer à garder nos clients. Donc, c'était il y a quelques jours, ce stock, il y a quelques jours, était un boulet. Il pesait sur les cours du vin. Et quelques jours après, ça devient une opportunité parce que heureusement que nous l'avons. Il y a 30 ans, en 1991, il y avait 3 belles années précédemment, 88, 89, 90, qui étaient 3 belles années, les plus anciens s'en souviennent. Et en 91, un gel terrible. Et en fait, ce stock nous a été très utile pour les vins rouges, alors qu'en blanc, nous n'avions pas de stock et nous n'avons pas pu alimenter les marchés. Et la conséquence a été que nous avons perdu des marchés pour longtemps. Nos amis du Muscadet nous ont remplacés, nos amis et surtout nos amis des vins de Pays d'Oc en blanc nous ont remplacés à ce moment-là. Donc on voit qu'il faut avoir du vin, mais il faut faire en sorte que ce vin ne pèse pas trop sur le marché. Voilà, donc il y a un gros travail à mener. Et ça, cette réserve ne coûte rien à personne. Là, aujourd'hui, l'État a annoncé de la solidarité nationale. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaiterait avoir des outils fiscaux, techniques, qui nous permettraient d'utiliser des produits que nous avons en stock pour pouvoir alimenter les marchés. Ce que font les champenois, c'est modélisable à Bordeaux, sachant que la typologie du vignoble, l'organisation n'est pas exactement la même. Ça ne peut pas être reproduit à l'identique.
nous avons déjà des réserves qui existent et qui s'appellent des volumes. Je ne rentre pas dans la technique parce que ce serait un peu trop technique. Voilà. Mais il faut développer ces outils de réserve. Nous n'avons pas les mêmes produits, nous n'avons pas le même mode de commercialisation ni de distribution. Le stock est porté largement pour le négoce à Champagne, puisque les négociants achètent des raisins, les vinifient et les commercialisent ensuite. Alors qu'à Bordeaux, le viticulteur produit, vinifie, et ensuite, il y a ceux qui commercialisent direct, bien sûr, et puis il y a ceux qui vendent au négoce, mais le négoce ne porte pas le stock. Ce qui était le cas il y a très longtemps n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Oui, bon, donc, Mais ce que l'on veut reproduire, c'est une façon de réfléchir différente et faire un pas de côté par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. oui. Oui, en ça, les crises peuvent être fondatrices, au fond. Bien sûr, on n'a jamais autant parlé depuis 10 ans de contractualisation entre la viticulture et le négoce. Certaines régions y travaillent, nous y travaillons bien sûr à Bordeaux. Lorsqu'on commence à sentir un manque de produits, tout le monde a besoin de se rassurer, d'avoir de la visibilité. Et il faut y travailler à ce moment-là parce que lorsque les choses vont moins bien, lorsque les escadrilles se reconstituent, il y a besoin d'avoir de la visibilité pour tout le monde pour limiter ces crises et ces aléas. Alors, on a évoqué ces questions. Une question un peu compliquée à résumer en peu de mots. Néanmoins, je vous la pose et vous aurez trois réponses au choix. Santé. C'est quoi aujourd'hui le bulletin de santé des vins de Bordeaux au moment où on se parle? Je vous donne trois choix. C'est noir, c'est ciel bleu sur un horizon radieux ou c'est ciel de traîne et avenir incertain? Euh, Cela a été noir, c'est noir. Cela a été noir, c'est noir. Ce ne l'est plus. Ciel de traîne, oui, comme aujourd'hui, vous voyez, comme aujourd'hui, c'est un ciel de traîne un peu. Avenir incertain, toujours, mais avenir incertain avec de belles éclaircies devant nous et un horizon qui se dégage, clairement. Alors on va les évoquer, ces éclaircies. Elles se situent où? Est-ce qu'elles se situent sur le marché français, ces éclaircies? Oui, demain. Demain, demain c'est le renouveau, c'est la renaissance, on va dire. Alors, petitement, mais c'est quand même déjà un beau signal. Euh, voilà, nous allons enfin respirer, voilà, d'abord en tant que citoyen français, la Alors, vie, voilà, avant tout. Et puis derrière, il y aura des restaurants qui s'ouvriront davantage, des événements qui vont se produire, des mariages qui vont à nouveau se fêter, des réunions de famille importantes, des réunions d'amis qui seront de plus en plus importantes. Enfin, la vie, quoi. La vie telle qu'on la souhaite, telle qu'on l'aime, telle qu'on l'a un peu oubliée. Et évidemment, ça, alors, c'est pas propre à Bordeaux. Ce sera évidemment utile pour nos amis champenois, pour nos amis du Languedoc qui sont aussi très, très sérieusement gelés, et puis tous les vignerons français. Mais ça va être un démarrage fort. Et les indicateurs des pays qui se sont ouverts avant nous donnent espoir aussi, nous donnent confiance. Le rebond économique est plutôt plus fort partout que ce qu'il était vu. C'est ce que l'on a remarqué déjà l'an passé. C'est ce qu'on a déjà vu. La reprise a été forte oui. au moment où on a pu revivre à peu près normalement. Donc ça, c'est très important. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on pense. Et puis peut-être que tous ces pays, tous ces millions d'individus sur Terre auront envie un peu de vivre et de vraiment vivre, de vraiment vivre. Alors évidemment, très, très enfin, sérieusement, je m'entends, mais voilà. Je Alors, ne dirais pas modérément parce que c'est pas sympa, mais faisons-nous plaisir. Faisons-nous plaisir. alors je reviens, on va faire un petit peu un tour d'horizon des grands marchés des vins de Bordeaux. Prenons, en commençant par le pas de notre porte, le marché national. Alors, avant même la crise du Covid, il y avait les ventes de Bordeaux souffraient, notamment en grande distribution. On est face à un marché qui semble être en mutation, probablement accéléré avec le facteur numérique. Quelle piste pour repartir sur ce marché hexagonal? C'est quoi? Qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que déjà il y a des éclaircies sur ce point précis, c'est-à-dire les ventes en France de vin de Bordeaux? Et quelles pistes sont à explorer? Plusieurs pistes. En sachant qu'il y a des tendances de fond qui sont dures pour Bordeaux, lorsqu'on a plutôt une déconsommation de vin en France
et particulièrement la déconsommation de vin rouge, c'est plus dur pour les vignobles qui sont très majoritairement rouges. C'est notre cas. D'autres vignobles se basculent sur des blancs. Nos amis de la vallée du Rhône, aujourd'hui, travaillent beaucoup pour développer le blanc. Nous y sommes aussi. Des instants de consommation évoluent. Les nouveaux consommateurs boivent le vin différemment de ce que les générations précédentes pouvaient faire. Il y a une volonté d'avoir des produits peut-être moins charpentés, des produits qui sont plus faciles à boire. Il y aura toujours des clients pour des vins robustes, puissants, sur une bonne côte de bœuf, bien sûr. Mais il y a aussi des consommateurs qui veulent des produits un peu différents. Donc, on travaille au sein de l'interprofession avec beaucoup de professionnels, des panels de consommateurs, sur des profils produits un peu adaptés. De toute façon, il y a une tendance aujourd'hui sur les vins de Bordeaux à aller beaucoup plus sur des vins plus souples, plus fruités, plus frais, plus fins. Cette tendance aux vins plutôt boisés, plutôt charpentés, plutôt puissants, qui a été perçue au cours des années 2000, au cours des années 90-2000, la fameuse parkérisation de certains vins, est totalement derrière nous. Totalement derrière nous. Donc, le goût, c'est pas tabou, au fond, c'est ça que vous nous dites. Le goût de Bordeaux, il n'y a pas de tabou là-dessus. Aucun. Il a évolué, ce goût. Les vins d'aujourd'hui, les vins qui sont appréciés aujourd'hui, d'abord, ne sont pas tous les mêmes. Voilà, et puis, chaque consommateur à certains moments de sa vie ou même dans une semaine, des attentions et des attentes différentes. Un consommateur ne boit pas le même vin tous les jours, toute l'année. Ça n'existe pas. Peut-être, mais bon, il est très, très fidèle, mais voilà, il y a cette soif, entre guillemets, de diversité et de moments aussi de consommation. Et puis de partage. On ne partage pas les mêmes vins avec les mêmes personnes. Voilà, tout simplement. Selon que l'on est en famille ou selon que l'on est entre amis, ou avec des générations différentes, le type de produit sera différent. Donc, Bordeaux a cette diversité-là de produits, entre des vins sans doute très charpentés, des grands classiques, bien sûr, des grandes marques, des grandes propriétés, des grands noms très connus, et puis des vins qui sont élaborés de manière différente, des sans soufre aujourd'hui, des vins nature, des bio, des pas bio. Voilà, tout existe à Bordeaux, tout existe. Et tout doit être mis en avant parce que le modèle unique n'existe pas. En revanche, il y a toujours un air de famille. Toujours un air de famille. Il y a pas des dissidents, mais des turbulents dans la famille. Mais ça fait partie de la richesse de la famille. Ça fait partie. On parlait du marché de la grande distribution. Justement, ça aussi, c'est un champ à réinventer ou d'autres champs à explorer. On parlait des cavistes qui ont fait de bonnes affaires pendant la crise. Bordeaux ne s'en remettra plus, alors pas exclusivement, mais majoritairement à la grande distribution. Ça aussi, c'est des réflexions qui sont en cours. Ça ne se décide pas. Ça ne se décide pas. Le marché ne se décrète pas, quoi, hein. On peut influencer, on peut tenter de revenir sur des lieux où on a un peu perdu pied. Clairement, la restauration parisienne ou peut-être même à Bordeaux, on a de la place à retrouver. Peut-être qu'on n'en était pas suffisamment présent collectivement. La somme de chacun de nous, collectivement, n'a pas été assez présente à certains moments. Il faut que, mais malgré tout, beaucoup travaillent tous les jours. S'ils m'entendaient dire qu'ils ne sont pas assez présents, chacun d'eux, évidemment. Mais nous savons que nous devons nous montrer, nous l'avons dit, nous avons même fait un livre là-dessus, nous devons montrer nos belles gueules, les belles gueules de Bordeaux, être plus présents sur le marché. Cette image de vigneron est moins présente à Bordeaux qu'ailleurs. Or, elle existe tout autant. Il y a autant de vignerons à Bordeaux qu'ailleurs. Mais cette image, nous l'avons un peu abandonnée à d'autres. Alors, peut-être aussi parce que l'organisation avec le négoce fait parfois interface avec le consommateur ou le distributeur. En tout cas, il faut réinvestir ce champ-là et être plus présent en grande distribution. Lorsque, avant la pandémie, on avait mis en place notre première grande tournée des vins de Bordeaux, c'était mettre plusieurs milliers, on était 1200, je crois, tout à fait juste avant la pandémie, un des week-ends avant fin février 2020,
aller au contact des consommateurs, des distributeurs, dans des magasins de la grande distribution, chez des cavistes, chez des restaurateurs. Voilà, occuper le terrain et y être, vraiment y être. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un épisode qui a suscité beaucoup d'émotions ici à Bordeaux. Il y a quelques semaines, on en revient à la grande distribution. C'est un Bordeaux qui avait été commercialisé, alors je ne citerai pas l'enseigne, mais à moins de 2 euros la bouteille, un tarif jugé indécent. Comment c'est possible? Expliquez-nous. Comment est-ce qu'on peut arriver? Alors, on sait la difficulté du marché, certes, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à toucher des vins de Bordeaux à 2 euros? Est-ce que vous êtes pour quelque chose d'abord? J'espère que non. Mais après tout, en responsabilité, on est toujours pour quelque chose. Voilà. Si, s'il y a eu des vins à ce prix-là, des vins de Bordeaux à ce prix-là, dans plusieurs grandes enseignes de la grande distribution, ce n'est pas la première fois d'abord. Ce n'est pas une réponse suffisante. Hein. Alors c'est possible parce que le marché était saturé. Aujourd'hui, voilà, une dynamique s'enclenche et c'est beaucoup plus vertueux. Les cours entre les viticulteurs et les négociants remontent. Mais au moment où tous les nuages noirs étaient au-dessus de nous, peu de visibilité, des entreprises aux abois, parce que des chais pleins, des dettes, des traites à payer, une trésorerie exsangue, et donc il faut vendre du vin. Et il peut y avoir un négociant qui vient rendre service à ce viticulteur, alors entre guillemets bien sûr. Hein, voilà. Le cours ne fait que baisser à ce moment-là, parce que d'une semaine sur l'autre, il y a eu des mauvaises affaires, des affaires trop basses qui se sont faites, et ça donne un indicateur très mauvais au marché. Et la grande distribution, sur le vin, comme sur d'autres produits, cherche le meilleur prix. Toujours le meilleur prix. Et il y a des consommateurs qui cherchent le meilleur prix. C'est-à-dire, le développement du hard discount en France, il n'est pas qu'en France, et il y a toujours des clients pour le hard discount. On sait très bien que lorsque l'on cherche le meilleur prix, on scie un petit peu la branche de l'économie à laquelle on participe, bien sûr, mais ça, c'est chaque consommateur, chaque citoyen, et personne n'est à bannir. Or, lorsque un viticulteur est obligé de vendre à un mauvais prix, qu'un négociant parfois est obligé de faire tourner ses chaînes pour établir un équilibre dans son entreprise, et qu'en face, il y a une grande distribution qui veut faire un coup, on peut arriver à ça. Et quand en plus, cette grande distribution veut faire un coup de pub, hein, un coup de promotion, elle a le droit d'utiliser une partie des bénéfices générés par le rayon 20, puisqu'on parle du rayon 20, pour investir en promotion sur un produit. Et donc vendre un produit, non pas à perte, mais un prix avec une remise importante. Donc c'est tout à fait légal. Il y a quelques années, les fraudes avaient regardé ce dispositif. Ça s'appelle le cagnotage. Donc une enseigne utilise des budgets pour casser le prix d'un produit. Et voilà, j'ai plein de copains viticulteurs ou d'amis viticulteurs à Gaillac. Je pourrais prendre une autre appellation, mais voilà, pour une grande enseigne, faire un coup de communication sur un vin de Bordeaux ou sur un Gaillac, ça n'a pas le même impact. Donc, elle va faire du mal à une marque. Par contre, elle va se faire du bien à elle parce qu'elle aura eu voilà, un effet, un attrait pour un produit dans son magasin. On le voit sur Champagne aussi, lorsqu'un champagne sort à 8 euros, donc à moins de 10 euros. C'est un mauvais coup fait au champagne. Quand un vin sort à moins de 2 euros au Bordeaux, c'est un mauvais coup fait à Bordeaux. Le contexte aussi fait qu'il y avait des produits vendus très peu chers. C'est catastrophique, mais ce n'est pas du vin. Il y a une règle qui interdit la vente à perte, sauf pour les produits agricoles. Vous voyez, un viticulteur qui vend à perte, et hélas, il a le droit de le faire, et son acheteur a le droit de le faire aussi. Donc, il faut qu'on retrouve des équilibres de marché. D'abord, il faut qu'on retrouve des clients, des restaurants qui ouvrent, la Chine qui redémarre, les États-Unis sans taxe. Eh bien, justement, parlons-en, Bernard Farge. Voilà, parce qu'on le sait, les vins de Bordeaux, c'est Urbi et Torbi, hein, c'est comme les bénédictions du pape, c'est à la ville et au monde.
Alors justement, on va faire un point sur les exports. On va avoir quelques graphiques qui vont défiler pour nous donner des grands indicateurs. Sur l'export, le CIVB parle d'indicateurs encourageants sur les derniers mois de 2020, mais demeure malgré tout très prudent. Alors on voit ces chiffres qui sont plutôt positifs. Enfin, un rapide commentaire de ces chiffres, Bernard Farge. Ils sont, ces courbes sont explicites. On a beaucoup perdu, évidemment, depuis 2017. Le gel précédent de 2017 a eu pour conséquence de nous fermer les portes de certains marchés parce que nous n'étions plus dans le prix pour certains marchés. La Chine s'est fermée, vous l'avez dit au départ. Les Australiens avaient un gain de compétitivité, un différentiel de compétitivité de 20 points avec nous parce qu'il n'y avait plus de taxes, accord commercial entre l'Australie et la Chine. Cela vient de se retourner. Aujourd'hui, les Australiens ont 200% de taxes sur les vins en Chine. Donc, nous sommes les principaux concurrents des Australiens, ou les Australiens les principaux concurrents des vins de Bordeaux. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais tout ça participe à un rebond. La pandémie les effets de la pandémie sur l'économie du vin vont diminuer, pardon. Et on voit bien au cœur de l'année une tendance forte. Sur la Chine, par exemple, sur 12 mois, nous sommes à un redémarrage de 4%. On est à plus 4%. Mais sur 3 mois, nous sommes à 68% en valeur. Ah oui, donc là, c'est en train d'accélérer fort. Et sur les derniers mois de l'année, les premiers mois de l'année, que l'on voit le redémarrage, alors on est toujours sur des chiffres encore bas, mais c'est évidemment encourageant. Il faut passer par ces étapes-là pour retrouver des niveaux que l'on connaissait en 2016, 2017 ou 2015. Donc, on a besoin réellement de ça, parce qu'on produit tous les ans. Cette année, on va produire peu, c'est vrai. L'an passé, on a produit peu aussi, mais on produit du vin tous les ans. Donc, il faut qu'on vende du vin tous les ans. Et ce contexte de 2020, il est dramatique pour tout le monde, hein. Il y a eu de la distillation des vins en France il y a un an, dans le Languedoc beaucoup, une partie à Bordeaux. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on ne connaissait pas, ce que, en tant que citoyens du monde, nous avons vécu depuis un an. L'économie a vécu des choses aussi totalement incroyables. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit zoom sur les USA. On en a beaucoup parlé avec les fameuses taxes Trump, plus 25%. Les vins français, et notamment ceux de Bordeaux, étaient taxés de plus 25%. Tout ça sur fond de conflit. Les vins de Bordeaux étaient, on va dire, un dommage collatéral d'un conflit aéronautique. On ne va peut-être pas revenir dessus, enfin encore qu'on puisse rebrosser le contexte. Un bras de fer commercial, des mesures de rétorsion qui touchent les vins, en particulier les vins de Bordeaux. L'administration Trump, changement d'administration aux États-Unis, Trump quitte le gouvernement, Biden arrive, et il semble qu'on soit en train de trouver un terrain d'entente. Elles ont été levées, partiellement levées, ces taxes Trump. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est, puisqu'il y avait une séquence de 4 mois qui devait se dérouler et reconductible pour que les vins de Bordeaux ne soient plus taxés? Ça va se poursuivre? Ils vont trouver un accord qui va épargner les vins de Bordeaux? Vous voyez, on est autour de la Cité du Vin et avec le public qui est devant nous, on va dire. On parle de vin et d'un seul coup, on se met à parler de géopolitique. Vous me posez une question sur l'aéronautique et sur les accords commerciaux. C'est ni ma formation ni mon métier normalement. Mais ça montre bien que le vin est mêlé à des sujets qui le dépassent largement. Lorsqu'en 2013, l'Europe met en place, ou du moins s'intéresse à l'activité ou la commercialisation des panneaux photovoltaïques chinois et lance une enquête anti-dumping sur les panneaux photovoltaïques chinois. Les Chinois, en mesure de rétorsion, lancent une enquête anti-dumping sur les vins européens. Pas de bol, pardon, les vins de Bordeaux représentent 60% de l'exportation des vins européens en Chine. Encore une fois, nous n'avons rien à voir avec les panneaux photovoltaïques, même s'il commence à y avoir quelques chais recouverts de panneaux photovoltaïques, ce n'est pas notre sujet. Airbus, Boeing, ce n'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Si la France et les pays du consortium Airbus se sont mis hors la loi en subventionnant l'aéronautique et en subventionnant Airbus,
ça ne nous regarde pas, je n'ai pas à le commenter. C'est le choix de l'État français, pour ce qui nous concerne, qui vient subventionner Airbus, et on sait ce que ça peut représenter pour la Gironde, pour l'industrie française. En revanche, les conséquences, elles sont pour nous. Oui. Les conséquences, elles sont pour nous. Et les conséquences, c'est quoi? C'est 30% de baisse de chiffre d'affaires en un an. 30% de baisse de chiffre d'affaires. On était à 300 millions, on est passé à 200 millions. Et qui paie la note? Qui paie la note? Voilà, à un moment donné, on s'est dit dans la filière, mais est-ce qu'on ne demande pas à Airbus de payer la note? Est-ce qu'Airbus n'est pas coupable? Bon, après tout, pourquoi pas, puisque personne ne nous entendait. Alors évidemment, on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée que d'aller s'en prendre à Airbus. On attend toujours de la part de l'État qu'il assume les choix industriels d'aider Airbus. Ça ne nous regarde pas et on peut comprendre qu'il y ait ces choix-là. En tout cas, s'il y a une conséquence sur une filière économique, il faut que l'État l'assume. Pour l'instant, l'État ne l'assume pas. Alors, 30% de baisse de chiffre d'affaires, pas tellement de baisse en volume, un peu de baisse en volume, mais pas tant que ça. Mais surtout une baisse de chiffre d'affaires importante parce que les exportateurs français ont absorbé une partie de la taxe de 25%, leurs clients importateurs américains aussi. Cela a permis de maintenir l'activité et les volumes, mais lorsque les exportateurs ont écrasé leur marge et leur prix, ça pèse évidemment dans leur communication, et donc 30% de baisse de chiffre d'affaires, 100 millions pour Bordeaux, 100 millions en un an. Et ça a duré plus d'un an. Donc, votre question était où en sommes-nous? Oui. Nous ne participons pas évidemment aux négociations Airbus-Boeing, vous en doutez bien. Voilà, évidemment, on s'intéresse à ça et on lit tout ce qui peut être écrit là-dessus. Vous travaillez en coulisses néanmoins, j'imagine. C'est quoi en fait le travail que les gens ne voient pas au fond? Oui, Vous mais ça, faites quoi là-dessus? C'est quoi? Vous harcelez le ministre de l'économie? Vous harcelez le cabinet du président de la République? c'était plutôt au niveau européen, ça s'est passé, évidemment, au président de la République, bien sûr, mais surtout au niveau européen. Et cette idée de moratoire, elle a été portée par un certain nombre d'acteurs de la filière, mais on considérait que mettre en place un moratoire à l'arrivée de la nouvelle administration Biden pouvait être utile, parce que ça permet de discuter. Ça a déjà été fait par ailleurs, hein, donc on s'est dit que c'était un bon outil. Donc il y a eu un travail de mener auprès du Parlement européen, de la Commission européenne, d'abord du groupe agriculture au Parlement européen. Voilà, et puis il y a des parlementaires européens, italiens, français, qui sont pertinents, qui sont souvent auprès de nous et attentifs à ce qu'on peut leur conseiller. Et puis, évidemment, hein, dès son entrée en fonction, le président Biden a été beaucoup plus ouvert aux discussions. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté d'aboutir avant fin juillet. Moi, c'est les dernières informations qu'on a pu lire. Donc, c'est plutôt un contexte qui est évidemment beaucoup plus favorable que ce que l'on a connu avec l'administration précédente. Alors, on va passer à un autre pays, un autre grand pays d'exportation, la Chine. Tout va bien en Chine. On voyait les chiffres hein, qui ont défilé. Ça va mieux. Ça va mieux, ça va moins mal. Après, vous avez vu sur les chiffres sur les courbes qui ont été présentées, la courbe rouge pour la Chine, et évidemment, vous voyez, celle que Oui, l'on on voit une grande dégringolade hein, quand même. une grande dégringolade entre 2012 et 2014, qui suivait une forte progression, puis une progression fulgurante ensuite jusqu'en 2017, et une descente vertigineuse jusqu'à il y a peu. Donc c'est toujours, on commente vraiment le match après quoi, avec la Chine. C'est difficile de faire des prospectives. Je crois que peu d'acteurs économiques se risquent à faire des prospectives sur la Chine. On investit, les entreprises investissent. C'est un marché fragile, c'est un marché énorme. On le voit, hein, énorme. Mais c'est un marché fragile dont on ne connaît pas tous les codes, évidemment, politiques ni économiques. Mais Bordeaux est très présent. Et Bordeaux, quand on dit que Bordeaux s'est rué vers la Chine, voilà, certains auraient pu le faire aussi. C'est aussi une vraie réussite de la part des opérateurs négociants, viticulteurs bordelais, que d'avoir investi ce marché. Quoi, hein. Ça ne se fait pas tout seul, quand même. Ça se fait pas tout seul.
Oui, 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 ça se travaille, un marché, c'est ça que vous nous dites, quoi. Et alors ben, vous avez déjà partiellement répondu à cette question, mais je vous la pose. Est-ce qu'on parlait d'aéronautique? Est-ce que le vin, précisément, ne peut-il pas subir le syndrome aéronautique? On sait le génie des Chinois pour s'approprier et produire eux-mêmes des savoir-faire ben, qu'ils importent. C'est le cas du vin, puisqu'aujourd'hui, on fabrique du vin en Chine. Est-ce que ça, c'est un truc que vous avez en tête? Oui, on l'a depuis le début. Et, enfin, tout le monde l'a en tête depuis le début et c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Et, et de grands vignobles se sont créés en Chine, des Français ont investi en Chine aussi. Euh, on se dit aussi que si les Chinois font du vin pour eux, Hmm. ça veut dire que la consommation va s'accroître en Chine. Et s'il s'accroît, plus ils boiront de vin chinois, plus ils boiront Ils de sont vin sensibles. australien et français. Voilà. Hmm. Donc, c'est pas un sujet d'inquiétude quant à ce qu'ils consomment du vin. Après, Hmm. s'ils produisent beaucoup et qu'ils exportent, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une vraie réussite. Et cela date un peu. Et pour l'instant, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça arriver, quoi. On ne voit pas ça Ouais. arriver. Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant, parce qu'il nous reste 5 petites minutes avant de passer aux questions du public. Le vieux monde, l'Europe, on le disait en préambule, il y a eu le Brexit. Marché historique, hein, on sait, les Anglais, Bordeaux leur doit beaucoup, malgré tout, qu'on le veuille ou non. Je sais qu'on n'aime pas dire ça quand on parle de rugby, mais quand on parle du vin, malgré tout, faut leur rendre un certain hommage. Est-ce qu'on a mesuré l'impact du Brexit? Est-ce que là aussi, ça a été un coup dur à encaisser? Est-ce qu'on s'en remet aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un coût négatif du Brexit. Ouais. Il y a eu des anticipations. Hein, il faut regarder aussi ce qui s'est passé avant. Hein. Il y a eu de vraies anticipations. Euh, le Brexit et entre l'annonce du Brexit et le Brexit, on a oublié ça, mais toutes les incertitudes, toutes les avanies qu'il y a eu pour arriver à l'accord a généré beaucoup d'inquiétudes, de questionnements, et le marché a continué à fonctionner. Aujourd'hui, on voit que le marché, certes, est plutôt, à court terme, plutôt en ralentissement, mais il y a eu des anticipations. Donc, il faut voir tout ça. Et en plus, nos amis anglais, quand même, nous ont habitués depuis très longtemps à s'adapter assez vite à des nouvelles situations. Voilà. Donc, nous ne sommes pas très inquiets. Il y a des adaptations toujours au Royaume-Uni. C'est aussi une place de réexportation forte. Et puis, Hum, c'est commerçant, donc, s'ils peuvent faire des affaires avec nos vins, ils ne vont pas s'en priver, et tant mieux pour tout le monde. d'accord. Et pour les autres pays, on voit là les graphiques, les marchés historiques, on va dire à l'export, la Belgique. Alors on voit Belgique, le Belge est un bon vivant, dirons-nous. L'Allemand semble un petit peu baisser du nez. Et le Hollandais, lui, pareil, hein, encore mieux que le Belge. Non, là, les marchés historiques, nos marchés historiques, les marchés historiques des vins de Bordeaux, indicateurs plutôt positifs. Oui, à court terme. Sur la Belgique, la Belgique néerlandophone et la Belgique francophone, Mm. avec une vraie difficulté sur le marché néerlandophone, où on est beaucoup plus en concurrence avec d'autres acteurs, et notamment de l'hémisphère sud, bien sûr. Voilà, donc, il y a un gros travail à mener sur la Belgique, comme sur la France. Hein. Il faut qu'on réinvestisse euh, individuellement ce marché-là. Il y a une connaissance incroyable des Belges pour les vins français et pour les vins de Bordeaux. Pas que les vins de Bordeaux, mais pour les vins français. Ils aiment ça, ils aiment boire du vin à table. C'est un super marché. Il faut réinvestir fortement sur ce marché, c'est sûr. C'est sûr. Mais collectivement, bien sûr, mais individuellement, là aussi, probablement qu'on a été un peu trop absent. Ouais. Alors, on a fait à peu près le tour. Il nous reste vraiment 2 petites minutes avant de passer la parole au public. Les vins de Bordeaux font un peu office de paratonnerre dès qu'on parle de pratiques environnementales. Hein. Ça, c'est la prime à la célébrité, on va dire. Mais je vais reprendre une phrase d'un président de la République, justement sur le changement de pratique. Le changement, c'est maintenant ou le changement, c'est lentement à Bordeaux? Le changement, c'est derrière nous. Le changement, il a eu lieu, il se poursuit. Le changement, il a eu lieu, il se poursuit.
C'est une révolution à Bordeaux, clairement. Aujourd'hui, on n'est pas à se demander est-ce que Bordeaux va muter? Est-ce que Bordeaux va se convertir au bio suffisamment vite? La question, c'est est-ce que le marché du vin bio, par exemple, va suivre la transformation et l'arrivée des vins bio qui va être massive dans les années à venir? Ouais. Je m'explique, la conversion bio est très forte en ce moment à Bordeaux. Nous ne sommes pas certains que le marché absorbera tout ce volume de bio en temps voulu. Ça ne veut pas dire que la croissance s'arrêtera. Je ne sais pas si ce sera 20, 30, 40, 50, 60% de vin bio à Bordeaux ou 100%, personne n'en sait rien. En tout cas, il faut vraiment que il faut vraiment que l'on suive le marché. En ce moment précis, hein, nous manquons de vin bio à Bordeaux, clairement. Il y a une tension sur les prix des vins bio, mais le marché reste étroit aujourd'hui. Donc, si le marché était alimenté de manière plus forte et plus rapide sur ce marché, nul ne sait s'il pourrait suivre. Nos amis des Côtes-du-Rhône ont eu une progression des vins bio autour des années 2013-2014 très rapide. Le marché s'est retourné parce qu'il n'a pas pu absorber cela. Donc, il y a eu ensuite un recul et un reflux sur la vallée du Rhône des vins bio, puis un redémarrage. Donc, tout ça doit être accompagné. En tout cas, le changement, il a été fait, il se poursuit. Et je viens de parler beaucoup de vins bio, et j'aurais pu parler des vins biodynamie, mais ne s'intéresser qu'aux 15-20%, 12, 13, peu importe, de vins bio est important, hein, et que cela progresse, c'est important aussi, et tant mieux. Mais s'intéresser aux 85 autres pourcents et aux pratiques de ces 85 autres pourcents est aussi important, ni plus ni moins, mais c'est bien les 100% qu'il faut faire évoluer. Et lorsque l'ensemble, le plus grand nombre des viticulteurs changent leur pratique vers l'utilisation des produits moins dangereux, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, Génération Future a communiqué sur Les tonnages de pesticides utilisés en Gironde pointant les vins de Bordeaux. la Gironde est le département français qui utilise le plus de pesticides en tonnage. Et oh mon Dieu, ce sont les vilains Girondins, les vilains viticulteurs de Bordeaux qui font ça. Eh bien, tout dépend comment on regarde les choses. Tout dépend comment on regarde les choses. Et si on veut être à peu près objectif et à peu près honnête, on peut rajouter que ce tonnage est directement lié à l'utilisation de plus en plus importante de produits bio par des producteurs conventionnels, comme des producteurs qui passent en bio, parce qu'utiliser du cuivre ou du soufre, qui sont les produits utilisés en bio, ce sont des produits qui pèsent plus, qu'on utilise en plus grande quantité. Lorsqu'on met 2 kg de cuivre ou 5 kg de soufre, comme en ce moment dans les vignes, ou 6 kg de soufre, ben c'est différent d'un produit de synthèse qu'on utilise à 0,15 litres hectare. Donc, cet indicateur du tonnage de pesticides officiel, hein, c'est vrai, ces chiffres étaient vrais, indique une évolution des pratiques très positive. Donc voilà, on aurait aimé que Génération Future le souligne. Donc si Génération Future ne l'a pas souligné, ce n'est pas très honnête. En tout cas, ce sont des indicateurs et là, ce n'est pas du blabla, c'est des chiffres officiels de l'administration française qui montrent les tonnages et les tonnages de produits bio qui progressent et surtout les quantités de produits les plus dangereux qui s'effondrent. Et ça, c'est un indicateur voilà, Oui, que l'on voit, que l'on observe et personne ne peut le contester. Donc, vous me donnez l'occasion de le préciser, je le fais. voilà. Bah, écoutez, on va donner la parole au public. Merci Bernard Farge. On va transmettre le ballon à nos amis de la Cité du Vin qui vont vous lire les questions des internautes. Oui, alors n'hésitez pas à poser des questions donc, dans la partie Q&R de votre application Zoom. Alors, il y a une première question. Est-ce que les acteurs du vignoble bordelais ont assez anticipé les crises et les nouvelles modes de consommation? Non, bien sûr que non. Mais je ne sais pas si nos collègues, si les autres collègues l'ont anticipé. Et puis, les acteurs, c'est comme dire le consommateur, voilà, certains oui, certains pas. Ces évolutions sont effectivement rapides. Cette idée de consommer du vin
en fin de journée sur des vins blancs, c'est évidemment pas propice à ce que produit Bordeaux, ou c'est pas favorable à ce que produit Bordeaux. Nos vins rouges, alors on peut lutter, je dis pas contre tout le monde, mais on est plus à l'aise dans la bagarre, dans le match, avec les vins rouges d'autres régions dans le monde à table. Hors repas, on est sans doute moins dans le match, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Parce que c'est une histoire qui est comme ça, c'est un mode de consommation, de production qui est comme ça. Donc il faut adapter ça aussi, probablement. Il faut pousser certains produits qui sont peut-être pas rouges, hein, des effervescents, des blancs, des rosés, d'éclairés, mais bon, il s'en produit tellement peu maintenant que c'est difficile. Oui, sans doute on n'a pas anticipé suffisamment. Après, c'est pas rose dans tous les vignobles français non plus, quoi. Hein. Je dirais dans le Languedoc, c'est pas rose. En Bourgogne aussi, ça va. En Bourgogne, ça va. Ça va fort en Bourgogne. Ils ont un vignoble petit, ils ont des niveaux de valorisation très très élevés. Ils ont eu beaucoup de sinistres climatiques qui ont fait, qui ont limité leur production. Partout ailleurs, c'est pas simple et tout le monde cherche la clé pour s'adapter, bien sûr. Très bien. Alors, une autre question, est-ce que vous pensez que le nouveau canal de communication, commercialisation qu'est le numérique est pérenne et est-ce qu'on pourra garder certaines nouvelles solutions ou le présentiel va submerger tout ça? La commercialisation, enfin, le e-commerce va se développer, c'est sûr. On l'a vu. C'est vrai sur tous les produits manufacturés ou parfois pas manufacturés. Donc, ça va continuer à se développer. C'est aussi une façon de toucher des consommateurs, des nouveaux consommateurs, clairement. Donc, ça va bouleverser notre mode de commercialisation, vraiment. Encore une fois, après, le mode de connexion, vraiment, enfin, c'est le mot, hein, auprès de nos commercialisateurs aussi est différent, sera différent. Très bien. Alors, une autre question sur alors les réserves climatiques. L'utilisation des réserves climatiques va-t-elle mettre en cause la notion de millésime? Alors non, j'allais dire oui et non, mais non, parce que le vin en réserve a son propre millésime. Le vin mis en réserve, il est né sur une année et on ne change pas son année de naissance. En revanche, il y a un questionnement sur l'idée du millésime systématiquement sur tous nos produits. Aujourd'hui, le marché demande du vin millésimé. Mais il se trouve que le marché ne demande pas de champagne millésimé ou très peu. C'est à la marge. Et c'est un atout que de ne pas avoir de millésime, justement pour pouvoir alimenter le marché et ne pas avoir ces effets millésimes. En ce moment même, au moment où on est dans le lancement de la campagne primeur, évidemment, on parle de millésime, et le millésime ou du moins participe beaucoup à la commercialisation des vins de Bordeaux. Il y a peut-être des produits où on a moins besoin du millésime sur certaines appellations ou sur certains produits à rotation rapide. Peut-être qu'on a moins besoin du millésime. En tout cas, ce n'est pas la réserve climatique qui changera cette approche. Aujourd'hui, on peut ne pas mettre de millésime sur un vin. Donc, réglementairement, il n'y a rien à changer. Pour autant, ce n'est pas la réserve climatique qui changera cela. Si on veut mettre le millésime sur un produit, il faut que ce millésime soit réellement celui du produit tel qu'il a été, tel qu'il est né, quoi. Sinon, c'est une fraude, tout simplement. Ouais. Très bien, merci. Alors, une autre question. Alors, est-ce que vous savez si les limites recommandées par les milieux hygiénistes, c'est-à-dire pas plus d'un verre selon femme ou homme, ont un effet réel sur la consommation du vin? Alors, je veux rappeler que c'est 2 pour une femme et 3 pour un homme. Pas un, et un jour d'abstinence dans la semaine, ce que disent recommandent ces personnes-là. Et après tout, si toute la population était sur ce rythme-là, de 2 verres par jour pour une femme et 3 verres pour un homme, 6 jours par semaine,
ça nous irait très bien et on n'aurait pas de souci de commercialisation en France ni ailleurs dans le monde. Alors, oui, c'est un effet. Oui, c'est un effet. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est une attention particulière des consommateurs, des citoyens sur leur santé. On a mesuré, Bordeaux a mesuré sur une étude interne et des panels d'actes de consommation entre 2015 et 2019, ouais, sur 5 années, sur des vins entre 3 et 8 euros. Lorsque 100 vins de Bordeaux ne sont pas achetés, vous voyez, quel a été l'acte d'achat de ces consommateurs? Que sont devenues ces bouteilles non achetées de Bordeaux? 4% sont allés vers d'autres vins de la concurrence. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, nous, on peut leur piquer des clients aussi. Ça fait partie du jeu. 32 sur les 100 sont allés vers des consommations de boissons alcoolisées autres que le vin, et majoritairement de la bière. Mais ça veut dire qu'il y en a donc 36, donc 64 autres, qui sont des bouteilles qui n'ont pas été achetées, mais ces consommateurs n'ont pas acheté d'autres boissons alcoolisées. Donc ça veut dire que c'est de la déconsommation. Des consommateurs qui ont peut-être, parmi eux, arrêté de consommer de l'alcool, et d'autres qui ont moins consommé. Un consommateur qui était à 15 verres par semaine, peut-être. Voilà, il y en a sans doute parmi nous qui sont à ce rythme-là, et je les en remercie et je les en félicite. Qui étaient à 15 verres par semaine, s'ils sont passés à 10, ils sont encore amateurs de vin, ils font partie de nos amis, ils parlent du vin, ils aiment le vin, ils le défendent, mais ils ont réduit de 30% leur consommation. Et on en voit beaucoup comme ça. Et donc, c'est une approche probablement de santé qui est pour ces consommateurs-là. Est-ce que cela vient directement des hygiénistes qui prônent ces chiffres-là? Je suis moins sûr. Voilà, ils sont très pénibles, hein, et ils sont pas nos amis du tout. Ils sont très excessifs. Et en plus, ils n'apportent pas, ils ne participent pas à la création d'une bonne politique de santé publique. Voilà, encore une fois, je crois qu'on pourrait regarder, ça fait longtemps qu'on le dit, hein, nos amis du Québec, et évidemment, je pense à Éducalcool et Hubert Sassi, le directeur général d'Éducalcool. Voilà, on voit ce que fait le Québec en termes de politique de santé publique. C'est plus intelligent que ce que certains hygiénistes essaient de faire en France. Et quand le président Macron va sur la foire de Shanghai il y a 2 ans et demi, avec le président Xi Jinping, vanter les vins français, avec enthousiasme, avec efficacité, c'est formidable. C'est formidable. On aimerait qu'ils puissent le faire avec le même enthousiasme sur les territoires français, et on sent un peu de pudeur à le faire, parce que probablement que le ministère de la Santé vivrait mal un tel comportement en France. Mais c'est un vrai paradoxe. On ne peut pas avoir le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture qui viennent au chevet des entreprises viticoles au moment d'un gel. Donc, se pencher sur les viticulteurs, sur la difficulté économique, et en même temps ne pas soutenir la consommation des produits tout à fait honorable, tout à fait riche pour notre économie, avec une consommation plaisir, en rappelant peut-être les limites de santé, mais soyons moins dans le paradoxe et assumons ce qu'est la société française et ce qu'est la vie des Français. Et vous allez voir que demain, je ne suis pas certain que les hygiénistes soient beaucoup écoutés ou beaucoup entendus demain, même s'il faudra être quand même raisonnable. Bien, merci. On va prendre une dernière question parce que le temps passe. Donc, avec le dérèglement climatique, le futur de Bordeaux ne passe-t-il pas aussi par la réintégration de ces cépages historiques dans les décrets d'AOC, et notamment les cépages partis donner de beaux résultats dans le Nouveau Monde, Argentine et Chili? C'est une question très utile. Pas intéressante, bien sûr intéressante, mais très utile. Pourquoi? Parce que si je répondais non, cela montrerait, encore une fois, que Bordeaux peut-être est refermé sur lui et il ne regarde que son nombril. Or, je trouve que Bordeaux a montré, depuis quelques années maintenant,
une volonté d'évoluer là-dessus. Et c'est Bordeaux, c'est les professionnels de Bordeaux qui ont fait changer une doctrine avec d'autres collègues d'autres régions, une doctrine au sein de l'Institut national des appellations d'origine pour intégrer de nouveaux cépages dans les AOC. Et des cépages, évidemment, ça peut être des cépages, si des syndicats d'appellation ou des appellations veulent des cépages anciens, ils ont tout à fait la possibilité de le faire. L'appellation Bordeaux vient de rentrer un cépage ancien qui s'appelle le Castes, vient de rentrer un cépage portugais. Ce n'est pas un cépage ancien local, mais avec cette idée d'essayer d'anticiper le changement climatique qui est un fait, qui est une réalité, bien sûr. Ce changement climatique est illustré dans la sphère publique, notamment au moment des vendanges, parce que les vendanges sont très précoces. C'est la vigne qui vient souvent illustrer le changement climatique, et on l'a vu avec le gel aussi. On illustre ces changements climatiques, parfois, souvent, avec la vigne. Donc, des nouveaux cépages à Bordeaux, c'est possible. Certaines appellations, et Bordeaux supérieur, viennent déjà d'intégrer certains cépages, notamment un ancien. Et ce dispositif d'intégration de nouveaux cépages est ouvert à toutes les appellations françaises. Donc on verra quelles sont les appellations les plus rétrogrades, les plus conservatrices. En tout cas, ça ne va pas être Bordeaux. Écoutez, merci beaucoup Bernard Farge pour cette rencontre. Merci aussi Xavier Sota d'avoir animé cette rencontre. Merci à tous les deux, merci à tous. Nous vous retrouvons donc dès demain à la Cité du Vin, si vous souhaitez. Nous vous avons pour une dégustation au Belvédère et au parcours permanent. Nous présentons actuellement une exposition jusqu'au 29 août, Boire avec les dieux, qui met en lumière des liens étroits entre le vin, les dieux et les hommes dans la civilisation gréco-romaine. Il y a une cinquantaine d'œuvres antiques, dont des prêts exceptionnels de la Fondation Gandour, du Musée du Louvre et du Musée national archéologique d'Athènes. Elle est sublime, je vous la conseille vraiment vivement, cette exposition temporaire. Et la semaine prochaine, merci Caroline pour la slide, nous nous retrouvons pour un autre rendez-vous en ligne. On continue encore quelques rendez-vous en ligne. Là, ce sera donc un rendez-vous avec une personnalité qui cette fois-ci est à l'autre bout du monde, puisque ce sera donc une rencontre avec Jamie Ritchie, qui est le directeur mondial de Sotheby's Wine, qui viendra nous parler de son expertise sur la vente aux enchères et dans le secteur du vin, et qui reviendra donc sur son parcours. Voilà, donc ça c'est mardi prochain, et puis d'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt, je l'espère, en présentiel. Voilà, merci encore Bernard Farge et Xavier Sota. Bonne soirée, merci. Merci à vous deux. Au revoir à toutes et à tous. Merci.